Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, je reçois à mon micro l'illustrateur Jean-Marie Minguez. Il exerce ce beau métier depuis déjà 20 ans. Il a débuté par la bande dessinée avant de découvrir le milieu ludique grâce à une première collaboration avec Bruno Cathala pour le jeu Mr. Jack Pocket. Il a également illustré les jeux Mare Nostrum et Nid d'Avenir, signés du regretté Serge Lager. Et plus récemment, le jeu de duel 5 Royaumes, sorti chez Greux Games au printemps. Originaire de Perpignan, Jean-Marie Minguez habite aujourd'hui à Rouen, où je l'ai rencontré à l'occasion du festival Les Fous du Jeu, tout début juin. Bonjour Jean-Marie, merci d'être à mon micro aujourd'hui sur le festival des Jeux de Rouen. Bonjour Stéphanie. Bon, ça va bien ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va. Ouais. Par où commencer ? Parce que tu as quand même un parcours déjà de plusieurs années maintenant dans le domaine de l'illustration. Peut-être tout simplement, comment ça a démarré pour toi l'illustration ? Oui, alors en fait, effectivement, j'avais une appétence pour le dessin dès l'adolescence. Mon frère aîné peignait, on faisait de la peinture à la gouache. Ma maman dessinait aussi un petit peu, donc j'avais ce rapport au dessin vraiment tout petit. Et puis, j'étais un petit peu tombé dedans quand j'étais petit en lisant des comics américains, les revues Strange, les revues de super-héros en fait. Et donc très rapidement, j'ai entre guillemets copié ces personnages-là, soit en redessinant des histoires ou des dessins de Spider-Man, des X-Men, des choses comme ça, soit en inventant carrément mes histoires à moi. Okay. Et puis donc mon objectif, mon envie, s'est très vite porté vers la bande dessinée. Plutôt effectivement les bandes dessinées de super-héros à la base. Puis en étant bien franco-français de France, j'ai envie de dire, les comics c'est un peu compliqué, parce que les États-Unis c'est loin. Et de fait, à un moment j'ai pris un virage plutôt bande dessinée franco-belge. Et j'ai rencontré donc, des scénaristes, donc j'ai roulé un petit peu ma bosse sur les festivals de BD ou les dédicaces d'auteurs qui venaient dans ma région à Perpignan. Et puis donc j'ai rencontré des auteurs qui m'ont donné plein de conseils avec lesquels j'ai pu progresser. Et puis j'ai aussi commencé à rencontrer des éditeurs et tout en dessinant le soir, tard, etc. le week-end. Donc j'ai progressé de cette manière-là, toujours plutôt dans une envie de faire de la bande dessinée à la base. D'accord, donc complètement autodidacte, c'est ça que tu veux me dire ? Tu n'as jamais pris de cours de dessin ou fait une école d'art ? Tout à fait, j'ai jamais fait d'école d'art. J'avais fait une formation en art graphique à l'IDEM dans le sud de la France à côté de Perpignan, mais c'était plus axé communication institutionnelle, mise en page, le côté un peu technique de l'image et pas du tout artistique en fait. D'accord. Et puis donc à un moment j'ai rencontré un scénariste qui était aussi directeur de collection chez Soleil, Jean-Luc Istin pour ne pas le citer. Soleil c'est pas n'importe quoi. Voilà, c'était une petite boîte qui débutait. Et du coup il m'a dit voilà, j'aimerais bien t'écrire une histoire et donc ça a donné le premier tome du Grimoire de Féerie qui est paru il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et j'ai vu ça, effectivement, tu as mis ça récemment sur ton Facebook. C'est ça, ouais. En disant voilà, ça fait 20 ans. C'était au mois de mai 2004, donc ça fait 20 ans que je fais professionnellement le métier de dessinateur. Donc d'abord la BD, et puis quelques années plus tard, donc autour de 2010, j'ai reçu un email d'un certain Bruno Cathala. D'accord. que je ne connaissais pas, et qui m'a dit voilà, on cherche un illustrateur pour un nouveau jeu qui s'appelle donc Mr. Jack Pocket. Et il m'a dit je suis tombé sur ton blog, j'avais fait un dessin de Sherlock Holmes, et il m'a dit c'est exactement ce qu'on veut graphiquement, quoi. Okay. C'est cette patte-là, alors peut-être plus de couleurs, etc., mais l'ambiance, c'est exactement ce qu'il voulait. Et puis voilà, ça a été mon premier jeu, et puis depuis j'en ai fait quelques-uns. Et c'est étonnant de recevoir comme ça un mail directement d'un auteur aussi. Et pas n'importe lequel en plus. Et pas n'importe lequel. Alors, c'est marrant parce que tu me dis que tu ne savais pas forcément qui c'était. C'est-à-dire que toi, tu n'étais pas joueur à ce moment-là ? Alors, je jouais un petit peu, mais j'avais pas du tout la culture du jeu et de l'univers du jeu de société en tant que milieu professionnel. Donc vraiment, je connaissais personne en fait, pour être très clair. Et effectivement, j'avais revu un collègue qui est auteur de BD, qui s'appelle Didier Poli, mais qui avait eu avant ça une boîte dans le jeu de société. Et quand je lui ai parlé de cette demande-là, parce que vraiment, comme je ne connaissais pas, je n'avais aucune idée, aucune notion de qu'est-ce qu'on attend de moi, mais comment je peux négocier aussi avec un éditeur, etc. Et quand je lui ai dit Bruno Cathala, il m'a dit non mais tu peux y aller, ça va le faire. Donc voilà. Et donc ça s'est très bien passé effectivement. Donc Mr. Jack Pocket
était paru. Dans la foulée, j'ai fait 2 autres jeux chez Hurricane. Voilà, donc c'était édité chez Hurricane et Voilà. tu as enchaîné chez eux en fait. Tout à Le fait. travail s'est bien passé. Donc Ouais. tu peux nous parler un petit peu peut-être de cette première approche. Qu'est-ce qu'on t'avait demandé particulièrement sur le jeu et comment tu as travaillé? Alors sur Jack Pocket, c'était un petit peu particulier parce que je m'inscrivais dans la continuité de Mr. Jack. Ouais, qui avait été illustré par Pierrot. Tout à fait, donc avec les dessins de Pierrot. Donc en fait, il fallait réinterpréter des personnages qui avaient déjà été créés, mais avec un style plus personnel, quoi. Donc c'était à la fois stimulant, intéressant, un peu limitant. Il y avait un cadre prédéfini de personnages qui existaient déjà, quoi. Mais je trouve ça super intéressant. Finalement, c'est déjà un petit peu ce que je faisais avec les personnages de super-héros quand je dessinais Spider-Man ou les X-Men. C'est-à-dire que je donnais ma version, mon point de vue de personnages qui existaient déjà. Donc, il n'y avait c'était... pas à les créer, oui, effectivement. Exactement. Donc, quelque part, c'était un exercice auquel je me frottais depuis toujours. Ouais. Donc, ça n'a pas été une vraie difficulté. Au contraire, je veux dire, voilà, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Dans quelle ambiance je peux travailler? La contrainte technique, c'était de rester sur le même style que le dessin que Bruno avait trouvé sur mon blog. Oui. C'est à l'époque où il y avait encore des blogs. C'est ça. C'était ton artbook en ligne. C'est ça, d'une certaine manière. Il fallait que je fasse, que je conjugue ma version des designs de Pierrot et mon style. Donc là, j'avais travaillé, c'était un dessin entièrement au bic. L'ancrage était entièrement au bic avec une mise en couleur numérique par-dessus. D'accord. J'avais plein de contraintes, mais je trouve que c'est plus facile de travailler avec des contraintes, parfois même fortes, plutôt que de travailler. Enfin, il n'y a rien de pire pour un illustrateur ou une illustratrice qu'on lui dise fais ce que tu veux. Ouais. Ah oui, une carte blanche, c'est effrayant en fait. Ouais, parce qu'en fait, je vais vers quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va plaire? Alors quand la contrainte, elle est très définie, on sait exactement ce qu'on attend de nous et on peut concentrer l'effort, j'ai envie de dire, sur exactement ce qu'on attend de nous, quoi. C'est plus clair. Oui, je comprends. Plus simple, ouais. Ça peut être assez vertigineux d'avoir cette page blanche. Là, Là, si tu me dis qu'est-ce que tu veux faire? Je dessine un caillou. Voilà. Fallait pas me demander ça. Ce que je fais parfois en dédicace, pour rigoler évidemment, mais voilà, souvent quand on me dit fais ce que tu veux, je vais te faire un caillou, un brin d'herbe, je sais pas, un truc, un papillon, mais ça, voilà, ça peut être surtout décevant en fait, pour la personne qui attend ça. Tu l'as rencontré Bruno Cathala à ce moment-là ou ça a été des échanges par mail? Au début, ça a été des échanges par mail, puis très rapidement en visio sur Skype. Il m'a fait tester le proto de manière numérique. En tout cas, il m'a montré la mécanique, ce qui m'a éclairci les idées sur comment le jeu fonctionnait et qu'est-ce qu'il fallait, sur quoi il fallait porter l'accent graphiquement. Après, évidemment, on s'est rencontrés à Essen, je crois. Oui, mon premier festival de jeu, ça a été Essen. Ah oui, t'as été plongé dans le grand bain direct. Directement, je suis où? C'est la première fois que j'allais en Allemagne. Bref, t'as découvert un monde immense. Complètement, ouais. Oui, donc là, on est en 2010. Oui, on devait être en octobre 2010, quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, tu enchaînes chez Hurricane. Le premier essai a donc été le bon. Oui. Voilà, donc tu enchaînes avec Lady Alice et ensuite Le Fantôme de l'Opéra, également de Bruno Cathala et Ludovic Maublanc, faut pas oublier. Oui. C'était un cheminement naturel, comment ça s'est fait? Oui, parce que en fait, ces 3 jeux-là se situent dans une époque temporelle assez proche, l'époque victorienne. Voilà. Donc, je pense que pour eux, c'était assez naturel de me faire travailler sur cet univers-là, puisque ils étaient a priori plutôt contents de mon travail sur Jack Pocket et que c'était des jeux qui restaient dans cet univers fin 19e. Voilà, c'était assez naturel finalement. Faut savoir que Lady Alice, effectivement, j'avais testé un proto à Essen. La thématique était complètement différente. Il y avait déjà ce système de carnet où il fallait composer une combinaison, sauf que c'était l'histoire avec des fruits. J'ai un vague souvenir de fruits, de machin. Et rien à voir. J'avais à la limite pas très bien compris ce que je devais faire en fait. C'était après un repas, on avait peut-être bu un peu, je sais pas, mais clairement j'avais juste pas pigé, pas beaucoup bu, mais c'est pour que ce soit compliqué. Et donc voilà, du coup, quand il est revenu avec moi, vers moi, il m'a dit la thématique est complètement différente, la mécanique elle a évolué. Parce que Bruno n'était pas auteur, mais il était un peu chef de projet sur ce jeu-là. Il pilotait Ludovic. Je l'ai noté, Gaillard. Gaillard, merci. Moi, j'étais surtout en contact avec Bruno Cathala, que ce soit sur Jack Pocket, sur Lady Alice et le Fantôme de l'Opéra. Mon interlocuteur, c'était Bruno Cathala. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que tu as besoin de tester les jeux pour t'en imprégner et pour t'imprégner de l'univers, pour comprendre comment ça marche, justement, pour illustrer au mieux? Alors, c'est pas essentiel, mais c'est important, oui, parce que on peut mieux définir, cadrer les illustrations quand on a testé le jeu, même un proto plus ou moins avancé. Ça permet de mieux cerner sur quoi il faut porter l'accent sur l'image. Un exemple très simple, Nidavellir, j'avais
commencé les illustrations avant de tester le proto. Donc j'avais illustré les nains et naines de classe. Et quand j'ai testé le proto, je me suis rendu compte que les éléments de jeu, c'est-à-dire les grades avec les valeurs de bravoure, les points de victoire, etc., seraient vraiment centrés, placés en haut à gauche. Donc ça veut dire que mes personnages devaient être plutôt décalés vers la droite. Ok. Donc il y avait toute une partie de l'image qui n'avait pas besoin d'être illustrée, c'est-à-dire toute la partie droite du fond n'avait pas besoin d'être mise là, puisqu'en fait elle ne serait pas utilisée. Donc j'ai pu décaler mes personnages dans mes illustrations plutôt sur la droite de la feuille, tout simplement. D'accord. La deuxième chose, c'est les fonds. En fait, les fonds des originaux sont beaucoup plus clairs après avoir testé le proto, parce que je me rendais compte qu'il fallait vraiment mettre en avant les personnages. C'est des petits ajustements. C'est des ajustements, mais ça permet d'être plus efficace et surtout de gagner du temps sur, on va dire, la post-prod. Ouais. Il n'y a plus besoin de détourer les persos. Là, on est déjà arrivé sur Nid d'Avenir, mais tu as eu un premier projet avec Serge Lager. Tout à fait. Voilà, le jeu Mare Nostrum. Tu peux nous en dire un mot avant qu'on ne revienne sur l'histoire avec Gros Games aussi après. Mare Nostrum, ça a été un projet un petit peu particulier dans le sens où j'ai rencontré, entre guillemets, Serge, d'abord au téléphone. Donc c'était plutôt vers la fin de la production. Il y a eu un Kickstarter qui a très très bien fonctionné. Au début, on m'a demandé un certain nombre d'illustrations pour le jeu de base. Et puis après, on m'a dit, mais en fait, il va y avoir des extensions. Et donc, la charge de travail a augmenté en cours de route. Ouais. Donc, ça a été... Mais ça n'en finit pas. 3 extensions, je crois, c'est ça Oui, en fait, il y a eu 3 extensions thématiques, plus une extension 6 joueurs, 6 joueurs et 2 joueurs. Mais qui étaient toutes regroupées dans une seule boîte, en fait. Plus j'ai avancé, et plus il y en avait à faire. Et plus Kickstarter passait des paliers, plus il y avait de choses à fournir. Ouais, c'est ça. Donc c'était un petit peu... c'était un long marathon. Comment tu t'es retrouvé dans cette histoire-là, justement ? L'éditeur, donc Asynchrone, avait mis une annonce pareille sur leur blog. En gros, ils cherchaient un illustrateur. Bruno Catala m'avait envoyé le lien. Okay. Et il se trouve que je l'avais vu peut-être une heure avant. Donc, voilà. Donc je me suis dit, bon, si Bruno me l'indique, c'est que ça doit être projet sérieux. Que vraiment que je m'intéresse au truc. Et donc, en gros, ça demandait un devis pour un certain nombre d'éléments à illustrer. Une illustration et une carte d'essai. D'accord. Voilà. Donc ce que j'ai fait un portrait de Cléopâtre. Et j'ai fait mon devis. Et puis voilà. Et puis ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Et puis en fait, cette autre personne visiblement a commencé à travailler et ça s'est pas très très bien passé. Et du coup, pouf, je me suis retrouvé dessus. Donc ils sont revenus vers moi en me disant, si ça t'intéresse toujours, oui, go. Faut être disponible aussi, j'imagine, sur un projet bien sûr, comme ça, évidemment. Ouais. Il se trouve que j'étais dispo. En tout cas, je ne sais plus exactement comment c'était à l'époque, mais bon, je me suis rendu dispo. Donc j'ai commencé à travailler et après, on m'a dit qu'il y aurait le Kickstarter. Puis vers la fin, donc j'ai pu avoir Serge au téléphone. En fait, le courant est passé immédiatement. On s'est super bien entendu. Ouais. Et les relations avec l'éditeur n'étaient pas simples, j'avoue. Moi de mon côté et lui du sien. Et puis du coup, quand le jeu est sorti, on s'est dit dès qu'on a l'occasion de retravailler ensemble, ce serait vraiment bien, quoi. Et il m'avait dit déjà à l'époque, dès que j'ai un jeu où je sens que je peux proposer en tout cas ton nom, je le ferai. D'accord. Et donc c'est ce qu'il a fait avec Nid d'Avenir, avec Gros Games. Alors juste, je reviens sur Mare Nostrum. Oui. Là, c'était vraiment un univers dantesque sur mythologie, les différents univers, Égypte, Grèce, etc. Beaucoup de personnages. Et puis là, un parti pris vraiment graphique, avec des dorures ou du bronze aussi. Tu as travaillé en bicolore. Quelle a été ton approche technique là-dessus ? C'était vraiment une commande ou c'est toi qui as apporté ça ? Et est-ce que c'était un univers qui sortait quand même aussi de l'univers Marvel, comics, tout ça, forcément. Mais en même temps, j'ai vu que tu étais un passionné de Sanseiya, plus jeune. Moi aussi, je suis tombée dans la marmite des Chevaliers du Zodiaque. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont effectivement inspiré ? Comment tu travailles pour trouver ton inspiration sur des thématiques pareilles ? Alors, pour chaque personnage que je devais illustrer, l'éditeur m'a envoyé une image qu'il avait trouvée sur Internet qui, pour lui, symbolisait ce personnage-là. Okay. À partir de ça, donc moi, ça me permettait de voir la direction du type de personnage que je devais illustrer. Ensuite, je faisais mes recherches Google, Wikipédia, recherche d'images, ce qui me permettait d'avoir d'autres sources visuelles. J'essayais de faire un peu le melting pot à partir de tout ça. Donc effectivement, il y avait cette part-là de documentation fournie et recherchée de mon côté. Il y avait les contraintes, encore une fois, techniques. Il fallait que les cartes soient sur fond noir, etc. Donc
encore une fois bien les différencier. Chaque entre guillemets, niveau de jeu, extension avait son code couleur. Son orientation graphique. Il y avait après des cartes spéciales qui étaient en pleine couleur, donc c'était un peu plus long. Ensuite, les influences, c'est pas toujours conscient, effectivement, entre les influences de comics qui vont me permettre de donner une certaine stature, une certaine posture aux personnages. Les super-héros, c'est un peu une sorte de mythologie moderne qui se base d'une certaine manière, directement ou indirectement, des mythologies plus anciennes. C'est vrai, Thor, il y a des références, bien sûr. Par exemple, Thor, Odin, Asgard, tout ça, c'est la mythologie nordique. Tout à fait. On les retrouve, c'est des personnages de Marvel. Donc, quelque part, il faut piocher dans les différentes influences, différentes sources, et arriver à les conjuguer vers quelque chose qui devient personnel. Il y a la partie consciente, effectivement, de recherche, il y a la partie inconsciente qui fait que, influencé par les comics, je vais plutôt avoir tendance à dessiner des personnages plutôt musclés, avec une grande prestance. Si j'avais été influencé par les mangas, peut-être que les personnages seraient plus minces, plus fluets, plus longilignes, plus ronds, enfin voilà. Mais ça, c'est la part inconsciente, même si effectivement, Saint Seiya, le Chevalier du Zodiac, c'est un manga à la base, ça doit jouer, mais ça reste encore des personnages un peu mythologique aussi. Complètement, avec des armures. Tout à fait. Ça va se retrouver dans la manière dont je vais dessiner des armures, la manière dont je vais les éclairer. Après, il y a aussi la part de recherche, de documentation réaliste. Le métal, quand on le dessine, la lumière réagit d'une certaine manière dessus. Et l'idée, c'est d'essayer de le retranscrire au plus juste. Au fil du temps, on est imprégné par des choses qu'on voit, qu'on conscientise, ou des choses qu'on absorbe sans s'en rendre compte. Et c'est vrai que j'ai remarqué, comme dans ton travail de façon globale, tu as une force, je trouve, c'est les personnages charismatiques. Est-ce que toi, tu penses que c'est une de tes forces, justement ? J'imagine que oui, mais je sais pas. Alors oui, clairement, je suis plus à l'aise avec les personnages, par exemple, qu'avec les décors, même si bon, je prends le temps de les faire et que c'est important. Quand on joue à un jeu ou qu'on lit une BD avec des personnages, quand on est joueur ou joueuse, on va essayer d'une certaine manière de s'identifier à ces personnages-là. On s'identifie plus difficilement à une maison ou à un immeuble. Enfin, oui, mais c'est sûr. Même un décor naturel. On va vraiment plutôt s'identifier à des personnages. Et pour moi, c'est vraiment central. Au-delà des personnages, c'est surtout les visages. Parce que toute l'émotion, elle passe par le visage, par les yeux, par le regard. C'est aussi dans cette direction-là où comme je suis à la base autodidacte, donc j'ai pas pris des cours de dessin, j'ai pas fait d'atelier de modèle vivant quand j'étais plus jeune, mais j'en fais depuis maintenant quelques années, depuis fin 2015, et ça me permet d'affiner ma technique pour notamment l'anatomie, la morphologie, et donc d'arriver à créer des personnages forts, charismatiques, et en même temps différents en fait, les uns des autres, et essayer aussi de créer de la diversité, de toutes les ethnies, de toutes les corpulences, des hommes, des femmes, enfin voilà. J'arrive à l'affiner parce que je travaille continuellement là-dessus, notamment avec les ateliers de dessin de modèles vivants. C'est une formation continuelle, quoi. Tout à fait, ouais, c'est important. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus dur, il paraît, à dessiner le corps humain et les expressions du visage. J'ai déjà essayé de dessiner des chevaux, c'est pas facile non plus. Bon. Alors, pour moi, à force d'en faire, ça devient... C'est pas que c'est facile, mais ça devient moins difficile. Ça devient plus naturel. Voilà, ça devient plus naturel. Et je me rends compte vraiment de ma progression depuis 9-10 ans. Je me mets toujours en danger d'une certaine manière, en continuant à dessiner, en continuant d'apprendre. Quand il faut dessiner des animaux, là, j'ai une petite goutte qui perle, parce qu'effectivement, c'est beaucoup moins à l'aise. Et là, j'ai vraiment de la documentation photographique pour pouvoir avoir des références, parce que clairement, je suis pas à l'aise. Alors effectivement, le fait de travailler sur du modèle vivant humain affine mon regard sur l'observation et arriver à reproduire ce que je vois de manière plus fidèle. Mais on ne trouve jamais les bonnes photos pour les bons angles sur les animaux. Donc il faut toujours composer. Mais c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est une autre approche. Sur la partie, notamment sur Idavol, quand il a fallu dessiner des animaux, c'était... C'est un autre défi. C'est un autre défi. Alors justement, comment t'es arrivé donc dans l'histoire de cet univers incroyable de Nidavellir, Gros Games? Donc tu l'as dit un petit peu, c'est par Serge. Tout à fait, c'est par Serge Lager. Il t'a recontacté du coup pour ce projet. Il m'a contacté pour me dire que voilà, il avait proposé mon nom à Gros Games, à Florian et Céline. Mais par contre, il avait juste passé mon nom, mon contact, qu'ils allaient me contacter. Après, il n'y avait rien de sûr. Il n'avait pas de pouvoir décisionnel là-dessus, il n'avait pas le final cut. Donc Florian m'a contacté, on a discuté, on a fait, on va dire, la procédure classique de mise en contact sur ce genre de projet. J'ai fait un premier essai qui leur plaisait bien, mais il y avait des choses à revoir. J'avais trop
une approche trop bande dessinée sur les premières illustrations. Donc j'avais fait des premiers dessins où en fait il y avait un cerné, donc un ancrage, un cerné au noir comme en bande dessinée. D'accord. Et il y avait déjà le lavis de gris, puisque le jeu était déjà prévu pour être en noir et blanc. D'accord, ça c'était dès le départ, tu savais ça? Oui, le jeu était d'entrée devait être en noir et blanc. Donc là je me suis dit super, je vais faire de l'aquarelle, ça va être rigolo. Puis je fais mon personnage de nain, etc. Et puis c'est un forgeron. Et donc j'avais fait un ancrage, ils m'ont dit c'est super, on aime beaucoup, mais par contre le trait il fait trop BD, est-ce qu'il y a moyen de le squeezer, de l'enlever? Je fais ok, par contre j'ai jamais fait d'aquarelle sans dessin dessin préalable trait, en fait, sans c'est trait. ça? Il faut que je fasse des tests quoi. Et donc premier test, donc je refais un dessin complet, je repars vraiment de début. Là, mais le mur, quoi. Vraiment, le truc, premier jet, mais foirage complet. Je suis bon, mais il est resté chez moi. Je l'ai jamais envoyé. J'ai pas eu besoin qu'on me dise que c'était pas bien. Je l'ai vu très bien tout de suite. Et donc, j'ai fait évoluer ma technique pour que la mayonnaise prenne. Quoi. Donc, il y a eu 2-3 essais d'aquarelle, comme ça, centrés, juste avec des forts contrastes en valeur de gris. Ça a été un défi, en fait. Ça a été un défi. Alors, souvent, on dit on sort de sa zone de confort. Moi, j'ai appris à dire on agrandit sa zone de confort. Ouais. Mais ça a été super, super formateur, vraiment. De manière très concrète, en fait, le crayonné, les premières ébauches, elles sont faites numériquement. Ok. Et après, j'imprime ce crayonné-là sur du papier aquarelle. Donc, j'imprime le gris à 60-70%. Et après, je tends la feuille sur une planche de contreplaqué et je fais l'aquarelle directement sur le crayonné. Donc, il n'y a plus d'ancrage. Ce sont les valeurs de gris, les superpositions de gris qui vont donner les contrastes et les volumes. D'accord. C'est des surcouches en fait. C'est des surcouches, voilà. Ouais. Surtout que l'aquarelle, parce que c'est de l'aquarelle, c'est transparent. Donc pour faire monter les valeurs, on est obligé de rajouter des couches jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne valeur. Quoi. D'accord. Et ce qui n'empêche pas éventuellement après de revenir avec du blanc au crayon ou à la gouache ou autre pour remettre de la lumière là où il n'y en a plus assez. Quoi. Et des ombres et puis plus de matière peut-être aussi? Ouais, ça peut être de la matière. Alors si on rajoute du blanc, ça va plutôt rajouter de la lumière. Effectivement, les ombres, ça va vraiment venir avec du noir ou avec des couleurs, mais si c'est de la couleur. Donc là, tu as travaillé le numérique juste au départ pour être la base et ensuite après c'était que de l'aquarelle. Donc là, c'est pareil, ça n'a pas trop le droit à l'erreur. Ah c'est-à-dire que si on se plante, on recommence. C'est ça. Bon, on recommence pas depuis le début, puisque le crayonné, une fois, je peux l'imprimer autant de fois que je veux. Mais par contre, l'aquarelle, à chaque fois que je me plante, il faut que je recommence. Mais je suis feignant, j'aime pas trop recommencer, alors je m'arrange pour pas le faire. Et il y a une technique de prédilection, justement, j'allais te demander un peu tes techniques. Je sais que tu travailles à la fois effectivement sur le numérique et l'aquarelle. Tu as une technique de prédilection ou c'est vraiment, tu navigues entre les deux avec grand plaisir? Alors, aujourd'hui, je me rends compte que je m'amuse beaucoup plus et je prends beaucoup plus mon pied avec les techniques dites traditionnelles, donc aquarelle, mais ça peut être aussi de l'acrylique, comme je le fais là sur le festival, puisque je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai commencé une toile que je peins à l'acrylique. Je m'amuse beaucoup plus avec des pinceaux à la main qu'avec un stylet et une tablette. Je le fais quand il faut. Là, j'ai un travail d'illustration de com en ce moment, donc c'est entièrement numérique parce que c'est beaucoup plus simple. Ils veulent ça. Enfin, le client, c'est une commune en Mayenne qui veut ça. D'accord. Mais du coup, je m'amuse beaucoup plus en tradi. Et je pense que avec l'arrivée des IA génératives, j'ai plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux pour moi cultiver le côté tradi. Que faire des trucs en numérique parce que bon voilà. Alors tu abordes le sujet effectivement. J'avais la question dans le coin de la tête. Comme tous les illustrateurs, comment toi tu appréhendes l'arrivée de ces IA justement? Alors dans plein de domaines, hein, bien sûr. Il y a plein de métiers qui sont un petit peu compliqués. Je pense aux traducteurs, par exemple, aussi. C'est tout un tas de métiers qui peuvent être impactés. Toi, aujourd'hui, comment tu vois l'arrivée de ces IA, ce développement exponentiel? Il y en a qui disent que c'est les outils du futur, comme on a pu voir Photoshop, etc., des outils numériques qui ont aidé à l'illustration. D'autres le voient forcément comme une vraie menace. Alors c'est vraiment un sujet très complexe parce qu'effectivement, moi je le vois avec les collègues de la CIL notamment. Donc la charte des illustrateurs ludiques. Tout à fait. Donc je le vois un petit peu par ce petit trou-là, par cette petite lorgnette où les éditeurs de jeux peuvent potentiellement, et il y a déjà eu, sortir des jeux entièrement illustrés avec une IA générative. Que j'aime moi personnellement appeler logiciel de plagiat, mais ça c'est un autre point de vue.
Ça donne le ton. Le ton. Après, voilà, effectivement, j'ai regardé une interview il y a peu. C'était une conférence où il y avait plein de personnes du milieu du cinéma, dont Alexandre Astier. Et donc, on voit que dans le cinéma, c'est là. En fait, il y a déjà des boîtes qui les utilisent et il y a plein de choses en développement, effectivement, pour le doublage, notamment, audio, etc. Il y a d'ailleurs... Il y a en ce moment, je crois, voilà. des manifestations de Tout doubleurs. tout à fait. J'ai vu sur Instagram, ouais, complètement. Donc, l'IA, elle est partout. On va se la prendre dans le pif, dans tous les cas, qu'on le veuille ou non. À titre totalement personnel, je ne vais pas débattre de l'utilité, de si c'est bien, si c'est pas bien. À titre personnel, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est de dessiner. Mettre des mots sur un truc pour que ça me sorte une image, je vois pas l'intérêt personnel. Même à une étape de recherche ou quoi que ce soit, moi, je suis arrivé au dessin avec un crayon à la main. Et en fait, ce que j'aime, c'est ça, c'est le crayon à la main. Alors, le crayon peut être numérique, c'est pas la question. Et il l'est. J'utilise le digital au quotidien. Mais moi, ce que j'aime, c'est le geste, en fait. Et le problème, c'est qu'avec ce genre d'outils, je mets des guillemets, on va perdre le geste. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on n'apprend pas à dessiner avec un crayon, on va perdre un savoir-faire. On va perdre un geste en fait. C'est comme apprendre à écrire avec un clavier. On ne saura plus dessiner des lettres. Et il est là le risque à terme. C'est qu'on perde complètement le geste. Et en fait, un jour, je vais te filer un crayon. On va filer un crayon à un gamin ou un stylo. Et il ne saura pas quoi en faire en fait. C'est le problème qu'on peut aussi avoir avec les tablettes aujourd'hui où les gamins ne font que de la tablette et ne jouent plus avec des choses palpables. Totalement. Et il y a des problèmes de motricité ou autre. Voilà, ça va créer des limitations dans la motricité, comme tu dis, fine en fait. Et pour moi, il est là le vrai problème. Évidemment, le côté économique et tout ça, ça c'est un autre niveau. Clairement, les boîtes de prod, quel que soit leur domaine, leur but c'est de gagner de l'argent et d'en perdre le moins possible et d'en gagner le plus possible. Surtout si derrière ce sont des boîtes qui sont cotées en bourse et il y a des actionnaires derrière qui veulent juste toucher leur thune en fait. Mais en fait, ça va juste créer du contenu pour d'autres gens qui vont les consommer au kilomètre. Et en fait, tout le monde va être perdant. Oui, c'est ça. Et puis le problème, c'est d'être toujours aussi dans la rapidité de tout. Il faut tout de suite, tout vite. La surconsommation de tout le temps. Et je pense qu'on va gagner à ralentir. Et de toute façon, on va être obligé de ralentir. Il n'y aura pas le choix. Quelle que soit la raison, que ce soit la situation géopolitique internationale ou la fin des énergies, soit on le planifie, soit on va le subir. Mais de toute façon, ça va finir par ralentir. Et j'ai envie de dire, une IA, tu débranches la prise et tu n'as plus d'IA. C'est ça. Il faudrait un bug mondial. Il y a des films de science-fiction maintenant. Voilà, je ne sais pas s'il y aura un bug, mais dans tous les cas, alors ça ne va pas être la semaine prochaine, ça ne va pas être le mois prochain, encore que j'en sais rien, mais ça va finir par arriver. Et j'ai envie de dire, encore une fois, l'IA, ton ordinateur, tu le débranches de la prise. Même s'il est sur batterie, la batterie va finir par s'arrêter. Donc tu n'auras plus d'IA et tu ne sauras pas dessiner ni écrire. Donc je pense que c'est probablement intéressant pour toutes les tâches qui sont un peu pénibles, néfastes. Mais ça, il y a des algorithmes, les logiciels qui sont là depuis déjà maintenant 15-20 ans, des trucs comme Photoshop par exemple. Au début, faire une sélection, il fallait prendre le lasso et faire les contourner à la main. Aujourd'hui, tu as des détours en 2 secondes. Voilà, on peut faire des détourages très rapidement. Il faut dire que le détourage, c'est quand même pas le truc le plus intéressant de la création. Dans certains cas, ça peut être un outil, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on l'a énormément dans tous les logiciels, on le subit. En fait, l'IA, on le subit. C'est-à-dire qu'on nous l'impose. C'est qu'à un moment donné, ça arrive. On nous l'impose. Ça arrive dans les outils. Quand Microsoft intègre des outils IA dans ses ordi, alors qu'en fait, on n'a rien demandé. C'est ça. Mais les filtres Snapchat ou je sais pas quoi, on est déjà là-dedans. C'est des IA. C'est des outils qui ont permis aux IA d'être mis en place. Mais en fait, le vrai danger, il est sur plus la créativité, sur le fait de perdre aussi un imaginaire et sa propre créativité. Complètement. Moi, je suis assez positif quand même dans le sens où je pense qu'on l'humain a suffisamment l'esprit critique quand même pour pouvoir réussir à essayer de le contrôler un peu plus. L'avenir nous le dira. Mais je rejoins un peu Pierrot dans ce qu'il dit. Pierrot, il dit clairement, en fait, on a déjà perdu. Ouais. C'est là. Il est défaitiste un peu. Ouais. Pas défaitiste. Il regarde la réalité en face. C'est-à-dire que, et je le rejoins. Elle est là. Elle fait déjà plein de trucs. Et en fait. Il y a ceux qui disent que, en gros, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont apprendre, c'est les illustrateurs et illustratrices, qui vont apprendre
à utiliser ces outils. Mm. Et il y a déjà eu le cas. Il y a eu un cas où un gars a fait je ne sais pas combien de centaines ou de milliers d'illustrations en 6 mois pour une somme qui était de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il a fait ça tout seul. Alors qu'en fait, s'il avait dû les dessiner, il en aurait fait 3 fois moins ou 10 fois moins. Et il aurait été payé 10 fois moins. C'est une question de productivité, encore, on rentre là-dedans. Voilà, mais est-ce que ça rend des trucs intéressants ? Est-ce que les joueurs et les joueuses, ils ont envie d'avoir sur la table des cartes dessinées par un ordi ? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on a envie de jouer avec un jeu qui a été créé par un ordinateur et où personne, enfin, je paraphrase Alexandre Astier, où ça n'a coûté rien à personne ? Et quand je dis personne, c'est l'auteur, l'autrice, c'est l'illustrateur, l'illustratrice, c'est l'éditeur qui a passé, ou l'éditrice qui a passé du temps à développer. Est-ce que collectivement, en tant que joueur et joueuse, on a envie de ça ? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, ça m'intéresse pas à titre personnel, mais c'est mon point de vue. J'ai quand même l'impression qu'en tout cas, les joueurs sont toujours très contents de venir faire dédicacer leur boîte et de repartir avec un magnifique nain Denis d'Avlir dans la boîte. Tout à fait. Donc il y a quand même, je pense, ce plaisir-là. Alors après, effectivement, c'est comme tout. Il y a les joueurs qui s'en ficheront et puis ceux qui voilà, auront cet attachement. Mais après, ça, c'est un épiphénomène. C'est-à-dire les dédicaces, c'est pas le cœur du jeu, quoi. Le cœur du jeu, c'est de se retrouver autour d'une table et de passer un bon moment, à se gratter la tête, à savoir comment est-ce que je peux faire pour gagner ou pour embêter mon adversaire. Enfin, le jeu, il est là-dedans, en fait. La dédicace, c'est l'occasion de se rencontrer. Mais l'important, c'est ce qui se passe autour d'une table avec la boîte, quoi. Bien sûr, mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience ludique, l'univers graphique et l'univers de l'illustration fait l'immersion dans le jeu, clairement. Et de plus en plus, je le constate sur les quelques festivals que je fais, il y a de plus en plus de personnes qui viennent et qui disent j'ai acheté votre jeu parce qu'en fait j'aimais les illustrations. Et après, je me suis rendu compte que c'était un bon jeu. Mais c'est vraiment les illustrations qui m'ont attiré et qui m'ont donné envie d'acheter la boîte, quoi. Mais ça c'est plutôt positif, effectivement. C'est hyper gratifiant. C'est super gratifiant, c'est clair, parce qu'effectivement c'est la première approche qu'on peut avoir même dans une boutique sur le nombre de jeux qui sont proposés. Alors on est parti très loin, mais c'est super intéressant, mais ça ce serait du débat. Ce serait intéressant de faire un podcast avec plusieurs personnes autour de la table. Ce serait peut-être à refaire parce que l'IA, effectivement, on n'a pas fini d'en entendre parler. En fait, le problème de l'IA, c'est qu'on pourrait en débattre pendant des jours et des jours sans jamais résoudre rien. Non, bien sûr. Puisque de toute façon, ce sont des boîtes qui brassent des millions, qui décident des millions ou des milliards, qui décident. Donc, on peut en débattre. Oui. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est de confronter quand même des points de vue. Puis le fait d'en parler, ça fait éveiller les consciences. Complètement, oui. Par contre, oui. Tout à fait. Est-ce qu'on peut venir sur ton actualité ? Là, l'actualité, c'est toujours chez Gros Games. C'est donc le jeu 5 Royaumes qui est paru en début d'année, un jeu de duel. Donc toujours avec les Gros Games, tu as re-signé. Donc je crois qu'a priori, l'aventure Nidavlir a été bien. On s'entend bien, on s'aime bien, on s'apprécie énormément et chaque fois qu'on se revoit à Cannes ou ailleurs, c'est toujours un vrai plaisir. D'ailleurs, c'est lors de l'interview du podcast avec Florian et Céline. En fin d'interview, je te demanderai qui tu peux me proposer comme personne à interviewer et ils m'ont suggéré ton nom. Ah, voilà. C'est gentil. Je ne savais pas ça. Donc voilà. Bon, de toute façon, ça faisait longtemps que je t'avais dans le collimateur quand même. Vu qu'on est dans la même région. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai perdu ma question. Tu t'en souviens ? Gros Games, l'actualité, 5 Royaumes. Voilà, tout à fait. Super. 5 Royaumes, c'est donc un nouveau jeu de Florian Grenier. Donc ils ont lancé une nouvelle gamme de jeux de joueurs qui s'appelle les Super Minibox, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Donc le premier jeu, c'est Golden Crash, qui a été fait par la team Kaidama. Game Jam. Avec Camille Chaussy aussi. Et Camille Chaussy et Valérie Nollet à l'illustration, qui est sorti en janvier, si je dis pas de bêtises. Et donc le deuxième, c'est 5 Royaumes. Donc c'est un jeu de Florian qui m'a demandé si je voulais l'illustrer. Voilà, donc c'était super. Alors c'est un jeu. Oui, tu peux expliquer un petit peu. Vite fait. Explique peut-être un peu le gameplay, parce que c'est le gameplay, donc c'est un jeu pour 2 joueurs. L'idée, c'est qu'on est un humain dans un univers de royaume anthropomorphe. Et donc il y a 5 royaumes, donc 5 familles, un peu à la Game of Thrones, donc basées sur des animaux. Donc il y a les rapaces, il y a les reptiliens, les félins, les ursidés et les aquatiques, les sous-marins. Et donc l'idée, c'est de prendre le pouvoir dans ce royaume-là. Et pour ça, on va influencer des familles. Sur la table, il va y avoir des cartes face cachée. Les dos sont différents et qui donnent des informations sur de quelle famille vient cette carte-là. On va donc prendre toutes les cartes d'une même couleur
en fonction d'une mécanique particulière. Là, on va avoir deux choix. Soit on ne les révèle pas, on ne les retourne pas, on va les influencer, on va les placer en colonne par couleur, un peu comme Nidavellir. Soit on va décider de recruter une carte, on va les retourner et on va garder une des cartes qu'on va placer autour de la salle du trône. On peut avoir jusqu'à 4 cartes recrutées en même temps. Le reste est défaussé. Pourquoi recruter ou pourquoi influencer ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes qu'on influence permettent d'activer les pouvoirs des cartes qu'on recrute. Et les cartes qu'on recrute, leur pouvoir, en gros, ça permet, de manière générale, de gagner des châteaux. Et donc de gagner en influence sur le royaume. À la fin de la partie, en gros, à la fin de la pioche, c'est le joueur ou la joueuse qui aura le plus de châteaux qui aura gagné. Mais il y a les titans. En fait, les titans, donc il y a un titan par royaume et il y a 2 titans de l'ordre religieux supplémentaires qui vont créer une colonne à part. Donc quand on décide de recruter des cartes, on peut tomber sur des titans et décider de recruter ce titan-là, le mettre dans sa colonne. Si en cours de partie, un des 2 joueurs ou joueuses arrive à avoir 5 titans différents, il gagne instantanément la partie. Donc il y a un peu ce combat sur 2 tableaux qui va... qui peut faire basculer la partie. Voilà, qui peut faire basculer la partie immédiatement, ou au contraire arriver sur la fin de la partie et gagner au château, quoi. Quel a été ton travail sur ce jeu ? Là, tu as fait tout de A à Z, les cartes, Tout à fait. Alors là, j'ai fait toutes les illustrations. Toutes les illustrations, oui, tout à fait. Le départ, c'est que le budget d'illustration était un petit peu contraint, donc il fallait trouver des solutions pour que le travail soit plus efficace en amont. Donc, par exemple, j'ai imaginé que donc, dans chaque famille, il y a 4 cartes, enfin 5 avec les titans, il y a 4 cartes, donc il y a le roi, la reine, la sorcière et le guerrier. Et en gros, tous les rois de toutes les familles sont cadrés de la même manière. Pareil pour les reines, pareil pour les sorcières, pareil pour les guerriers. Ce qui permet de ne pas avoir besoin de recréer une pose pour chaque personnage. En gros, j'ai pris ce schéma-là et j'ai décliné pour chacune des familles. Et après, il fallait faire des personnages anthropomorphes. Plouf plouf les animaux. Voilà, là il y avait on les... Et là, donc, ça a été... Avec un faciès, effectivement, voilà, donc, reptilien. Exactement. Donc, rappeler les types d'animaux dans chacune des familles. Donc, effectivement, on se retrouve face à un reptilien ou un personnage volant, un personnage avec un bec, des plumes, etc. Voilà. Mais plutôt humanoïde quand même. Mais c'est vrai que je trouve qu'on reconnaît ta patte vachement entre Nidavellir et ce jeu. Alors que graphiquement c'est assez différent. Finalement. Oui, c'est ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans l'esthétique des personnages Je pense qu'il y a quand même une manière. J'ai une manière de dessiner les yeux, une manière de cadrer. De leur donner toujours un petit côté un peu en contre-plongée. Enfin, peut-être, oui, c'est ça, sur peut-être comme si l'aspect photographique était un peu le même. Ouais. Complètement. Mais forcément, je peux pas me réinventer complètement à chaque fois. Par contre, là, effectivement, on a une approche un petit peu plus BD, avec un cerné au noir que j'ai fait pour le coup sur papier. Et les dessins étaient scannés et les couleurs étaient faites en numérique. Mais on n'a pas voulu des couleurs très complexes. On voulait justement qu'on puisse reconnaître de quelle famille, de quel royaume chaque personnage était, en choisissant des couleurs simples et en travaillant avec des couleurs en aplat. Que justement la texture du papier soit très présente et qu'on reconnaisse immédiatement les personnages, quoi. Donc les personnages sont reconnus évidemment par l'iconographie, encore une fois créée par Valériane Olé, mais aussi par le cadrage du perso et par la couleur. Voilà, c'était très important pour ça, ce qui permet aussi d'intégrer les daltoniens, etc. Oui, voilà, il y a un côté effectivement accessible. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets à venir en cours dont tu peux nous parler, ou pour l'instant ce n'est pas encore possible ? Dans le milieu ludique, oui. Alors oui, on peut évoquer un peu le domaine de la BD. Mais... Par ailleurs, j'ai une BD en cours, mais et puis je travaille toujours avec Centaur Chronicles, c'est des vieux personnages de comics remis au goût du jour. Mais sinon, au niveau ludique, donc 5 Royaumes vient de sortir. Je ne sais pas si je peux en parler, donc je vais pas en dire beaucoup plus, mais je vais très certainement illustrer un nouveau jeu pour Greux Games en début 2025, qui sortira en 2026. D'accord, ok. Donc ça veut dire que l'aventure continue avec Greux Games. Oui, et ce sera a priori toujours dans l'univers Nidavellir. Côté très fidèle, je trouve, sur les collaborations. Alors, je crois que ça vient peut-être de la bande dessinée. On dit maison d'édition. En fait, historiquement, les auteurs travaillaient avec une maison d'édition pendant des années, en fait, sur des projets. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on a confiance. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de travailler avec d'autres maisons d'édition, loin de là, mais après, on ne vient pas forcément vers moi.
Moi, je démarche assez peu, voire pas du tout, parce que j'ai tout le temps plein de trucs à faire. Donc voilà. Par contre, je suis toujours open à d'autres propositions. Mais c'est vrai qu'avec Flo et Céline, on s'entend super bien. Et je trouve qu'avec l'univers de Nidavellir, on a un truc qui est chouette. C'est toujours un vrai plaisir de travailler sur ces personnages-là, sur cet univers-là. Et ils me font confiance de plus en plus, je crois. Je suis assez libre de proposer plein de choses. Après, on se dit les choses franchement avec constructivité. S'il y a des choses qui ne passent pas, on se les dit, on pense que ça peut s'améliorer. Voilà. Mais c'est vrai qu'a priori, c'est ce qui t'a ressorti aussi de leur interview. C'était une belle histoire humaine, oui, Nidavellir aussi, ouais. et aussi vraiment, le rapport avec Serge Lager. Et le regretté Serge Lager, parce que forcément, ça a été compliqué pour tout le monde derrière. Tous beaucoup touché, clairement. C'était quelqu'un dont tu te sentais proche, toi aussi, même sans avoir peut-être côtoyé régulièrement. Oui, vraiment, oui. Malheureusement, on se voyait pas assez souvent parce que il habitait vers Avignon et moi, Rouen, c'est pas à la porte à côté. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'estimais énormément, qui nous a tout de suite accueillis, les bras grands ouverts chez lui. Et je me souviens, j'ai un immense souvenir du premier, je vais mettre des gros guillemets, séminaire où on avait justement testé le premier proto de Nidavellir. On avait passé 3 jours formidables chez lui à jouer pendant des heures à ce proto, à faire des ploufs dans la piscine et boire du rosé. Et vraiment, c'est un souvenir assez magique. En plus, j'étais arrivé avec ma compagne qui aime bien jouer mais qui n'est pas une joueuse chevronnée et qui aime bien aussi juste passer du bon temps avec les gens qu'elle apprécie. Quand on y est allé, je lui ai dit, tu sais, on risque quand même de jouer au même jeu pendant 2 jours. Et en fait, elle s'est retrouvée complètement à l'aise. Et je pense que c'était aussi l'accueil de Serge qui a permis ça. Et ça, c'est un immense souvenir. Et le monde ludique, j'ai l'impression, permet ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rencontres comme ça, au-delà il y a beaucoup de passionnés, bien sûr. Ah oui. Bon, je connais moins le monde de la BD, donc je ne peux pas comparer. Peut-être toi, tu peux en faire un parallèle, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est une grande famille assez... au-delà du relationnel professionnel. Il y a tout de suite de l'humain ou des choses qui se jouent, qui se nouent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans le jeu de société, il y a société. Et dans bande dessinée, il n'y a pas société. C'est-à-dire que tout simplement, c'est beaucoup plus facile de se retrouver autour d'une table à jouer que de se retrouver autour d'une BD à la lire. Et je pense que c'est un peu le nœud du problème, entre guillemets. Clairement, il y a un côté artistique et moins social dans la bande dessinée. Même si ça demande vraiment des compétences artistiques et on va dire techniques que de créer un jeu, hein. C'est pas pour minimiser. Simplement, quand on est autour d'une table avec des gens avec qui on travaille, mais aussi on peut juste passer un bon moment à jouer à des jeux qu'on n'a pas forcément fait d'ailleurs. Dans la bande dessinée, c'est le milieu du livre, on est des auteurs, etc. C'est un peu plus cloisonné peut-être, vous cadrez je crois, ouais. Ouais, peut-être un peu plus. Ouais. Même si a priori le milieu ludique se professionnalise et se tend vers la BD, quoi. Oui, évidemment, mais dans les chiffres et dans les faits, mais je crois que c'est quand même des gens, autour, c'est quand même des grands enfants qui ont envie de s'amuser, quoi. Et je pense que j'espère que ça va rester autant que possible comme ça. Parce que dès que ça va commencer à se prendre un peu trop au sérieux, ça risque de devenir chiant. Ça sera moins drôle. Et juste pour finir, tu as une préférence toi aujourd'hui pour travailler plus pour la BD, plus pour le jeu de société, peut-être pour l'institutionnel, je ne sais pas parce que tu as plusieurs casquettes, mais dans quel domaine tu t'éclates le plus ? Si je dois vraiment dire celui-là, je pense que dans le jeu, je m'amuse beaucoup plus à illustrer des jeux. Déjà parce que quand tu travailles sur une BD, on va dire un album complet, tu sais que c'est un projet sur lequel tu vas travailler plusieurs mois, voire plusieurs années. Dans le jeu de société, ça reste des missions beaucoup plus courtes, finalement. 1-2 mois, éventuellement, 3, si vraiment... Bon, le cas de Mare Nostrum est vraiment particulier, parce que vraiment, ça s'est étalé sur de longs mois, voire sur 2 années. J'ai pas travaillé 2 ans dessus, mais j'ai commencé en 2014, c'était un plus 14, 15. Le jeu est sorti en 2016, je crois. Mais donc, on peut plus facilement passer d'un univers à l'autre, et c'est ça qui me plaît, en fait. Et c'est pour ça que je continue à faire de la bande dessinée, alors surtout sur des collectifs, sur des histoires courtes, parce que j'aime toujours dessiner des pages de BD, j'aime toujours raconter des histoires, mais c'est le côté grand format qui m'use, en fait, qui m'épuise sur la longueur. Donc du coup, si je fais un jeu, après je peux faire une petite BD, et puis refaire un jeu, et puis etc. Faire une affiche, voilà. L'illustration, que ce soit du jeu ou autre, ce que je souhaite, c'est qu'on peut passer d'un univers graphique à un autre, d'un univers narratif à un autre. Alors que quand on est sur une BD,
c'est pour des mois. Et si en plus c'est une BD qui a du succès, c'est juste pour des années parce que l'éditeur il a envie qu'on sorte un tome de plus. Et c'est tant mieux si on a encore des choses à raconter, quoi. Mais c'est plus au long cours et plus c'est impactant. un gros marathon, quoi. Alors que le jeu c'est un peu des petits sprints. et j'aime bien. Donc tu es plutôt un sprinter qu'un gars qui fait de l'endurance. Ouais. Au collège j'étais meilleur au sprint que l'endurance. L'endurance je pouvais pas. Si tu étais un univers de jeux de société. Oula, j'aimerais bien illustrer un jeu de super-héros. Ok. Parce qu'en fait, c'est mes premiers amours de lecture. Souvent, on me demande du super-héros, alors soit sur des commissions pour des particuliers, ou parfois sur des boulots de com. J'ai illustré finalement beaucoup de super-héros pour des trucs qui étaient liés à la communication institutionnelle ou d'entreprise. Et bizarrement, on m'a jamais demandé ça sur des jeux de société, donc ça m'amuserait beaucoup, je crois. Même si j'adore dessiner des nains et des vikings, hein, c'est pas la question. Mais d'ailleurs, récemment, j'ai quelqu'un qui m'a commandé une commission où on m'a demandé un Batman viking. Donc voilà, c'est dans l'univers un peu graphique de Nida Veillère, donc c'était génial. Vous pouvez voir le dessin sur mon Insta d'ailleurs. Mais sinon, je crois le super-héros, ça me plairait bien d'illustrer un jeu à l'univers des super-héros. Alors pas forcément des Marvel d'ici, hein, ça peut être des super-héros qu'on invente, mais voilà, c'est avoir cette approche-là. Ouais. Bah, l'appel est lancé, alors voilà. tu me rediras si tu es un éditeur ou une éditrice. Bah voilà. Si tu étais une mécanique de jeu, alors est-ce que tu maîtrises un petit peu ça ou pas vraiment? Alors peut-être pas assez pour dire laquelle est ma préférée, mais je crois qu'avec Nida Veillère, le coin building, c'était pas mal. J'aime bien l'idée. Hein. Ouais, c'est vrai que l'idée était sympa. Ouais. Et si tu étais, alors d'habitude je demande aux auteurs s'ils étaient un illustrateur, qui ils seraient. Donc là, si tu étais un auteur de jeux de société, qui tu aimerais être? Ça c'est difficile. C'est très très difficile. Allez, peut-être Antoine Boza parce qu'il a fait de la BD. Ouais. Il a scénarisé un album il y a quelques années. Hein. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est juste parce tu me demandes d'en choisir un, mais j'ai pas de voilà. T'as pas eu l'occasion de travailler avec lui? En termes de jeu? Ouais. Non, jamais, non. D'accord. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant non. Elle a une maison d'édition maintenant. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et puis sa femme est Albertine est coloriste. D'accord. Elle est coloriste de bande dessinée. Ouais. Je savais pas. Ouais. Et dernière question, si tu devais me proposer quelqu'un à mon micro pour une interview dans le monde ludique, qui tu pourrais me proposer? Le truc c'est que je sais pas qui tu as déjà interviewé, donc je risque d'être peut-être un peu redondant. Essaye, on verra. Fred Bull. Ah bah voilà, c'est pas fait encore. Fred Bull parce que on a fait son premier jeu ensemble. Rapid City. C'est Rapid City, tout à fait, dont on n'a pas parlé, mais c'est un jeu 100% normand, parce que lui il est rouennais, moi j'habite à Rouen aussi, et l'éditeur est à Claire, donc c'est Bad Taste, qu'ils ont changé de nom maintenant. Oui, c'est Bad Taste Game, maintenant c'est Bad Boom Games. Bad Boom Game, voilà. Mais Fred Bull. Je pense que ça peut être rigolo. Eh ben super, Fred Bull, oui, on fait partie du bureau des auteurs rouennais. Et effectivement, j'avais commencé à interviewer quelques auteurs du bureau des auteurs rouennais. Donc, tu l'as interviewé du coup? Pas encore. Donc, ce sera peut-être le prochain. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps sur ce festival de répondre à mes questions. Avec plaisir. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis toi aussi. On termine le podcast comme on fait habituellement avec la phrase « Alors, au jeu illustré par Jean-Marie Minguez, tu joues ou quoi ?» Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette interview jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir et soutenir le travail de Jean-Marie Minguez, sachez qu'il a lancé une campagne de financement participatif pour l'édition de son nouveau recueil d'illustrations. Je vous invite à aller faire un tour sur la plateforme Ulule avant le 4 octobre. Dans le prochain épisode, je serai avec Tanguy Gréban, directeur éditorial chez Repos Productions. Il nous parlera de son parcours, de son métier et du processus d'édition d'un jeu de société. Alors, rendez-vous dans 2 semaines.